Sherlock Holmes et le rêve dans le journal intime. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Le cas particulier du violoniste disparu. L'automne 1891 s'était installé sur Londres avec sa mélancolie habituelle, enveloppant notre grande ville d'un voile de brouillard jaune qui semblait étouffer à la fois le bruit et l'esprit. J'étais rentré à notre logement du 221B Baker Street après une journée particulièrement éprouvante à mon cabinet, où une succession de patients souffrant de maladies saisonnières avait mis à rude épreuve mes connaissances médicales et ma patience. La chaleur de notre salon, avec son chaos familier d'appareils chimiques, de cendres de tabac et de journaux épars, offrait un refuge bienvenu contre l'humidité qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Holmes était assis dans son fauteuil préféré, ses longs doigts fins croisés devant son nez aquilin, ses yeux gris fixés sur un point invisible au loin. La vision familière de mon ami perdu dans ses pensées ne cessait de m'intriguer, car j'avais appris que ces périodes d'inactivité apparente précédèrent souvent ses déductions les plus brillantes. Une petite pile de correspondances, non ouverte, reposait sur la table basse, à côté des journaux du matin, qui titraient les habituelles machinations politiques et scandales sociaux qui occupaient l'esprit de nos compatriotes londoniens. « Vous semblez inhabituellement préoccupé ce soir, Holmes, » risquai-je en m'installant dans mon fauteuil et en attrapant ma pipe. « Un nouveau problème s'est-il présenté pour exercer votre cerveau remarquable ?» Il remua légèrement, comme s'il sortait d'un rêve, et me fixa de ce regard pénétrant qui pouvait tant déstabiliser ceux qui le connaissaient peu. En effet, Watson, même si j'avoue que le problème ne réside pas dans le cas présent, mais plutôt dans son absence. Cela fait presque 15 jours depuis notre dernière consultation intéressante, et je me sens de plus en plus agité par l'inactivité. Comme interpellé par ces paroles, le bruit familier de pas sur les 17 marches menant à notre porte interrompit notre conversation. On entendait la voix de Madame Hudson, en pleine discussion animée avec ce qui semblait être un visiteur agité, à en juger par la rapidité et la nervosité des réponses. Les yeux de Holmes brillèrent aussitôt d'intérêt, et il se pencha en avant sur sa chaise avec la vigilance d'un chien de chasse qui a repéré une piste. « Il semblerait, mon cher ami, que la Providence ait entendu votre plainte et ait choisi d'y répondre, » observai-je, tandis que les pas devenaient plus forts dans l'escalier. Madame Hudson frappa doucement à la porte quelques secondes avant son entrée. « Monsieur Holmes, docteur Watson, un monsieur est ici pour vous voir. Il semble très affligé, et j'ai pensé que vous pourriez... »« Veuillez le faire venir immédiatement, » interrompit Holmes se levant avec cette énergie soudaine qui marquait toujours le début d'une nouvelle aventure. « Et peut-être pourriez-vous apporter du thé, Madame Hudson. Notre visiteur aura sans doute beaucoup à nous raconter, et la soirée promet d'être longue. » L'homme qui entra dans notre salon portait tous les signes d'une détresse extrême et d'une anxiété insomniaque. Il avait peut-être 35 ans, était grand et mince, avec ses doigts longs et délicats, et ses épaules légèrement voûtées, qui le distinguaient d'un musicien avant même qu'on ne remarque l'étui à violon serré fermement dans sa main gauche. Ses vêtements, bien que de bonne qualité, portaient là les traces d'une mise en place hâtive, et ses cheveux noirs étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Le plus frappant était son regard, sombre, intelligent, mais empli d'une peur si profonde qu'elle semblait émaner de son âme. « Monsieur Holmes, » commença-t-il d'une voix légèrement marquée par l'accent d'Europe de l'Est, « je suis Constantin Andronikov. Vous avez peut-être entendu mon nom à propos du Royal Opera House, où je suis premier violon. Je suis venu vous voir car je crois que ma vie est en grand danger, et je crains que la police ne croie jamais aux circonstances extraordinaires qui m'ont conduit à cette conclusion. » Holmes désigna une chaise près du feu. « S'il vous plaît, monsieur Andronikov, asseyez-vous et calmez-vous. Watson, un cognac pour notre invité ? Eh bien, monsieur, je constate que vous êtes un violoniste d'un talent considérable. Les callosités au bout de vos doigts et la légère inclinaison permanente de votre tête témoignent d'années de pratique assidue. Je constate également que vous êtes célibataire,
que vous vivez seul dans des conditions modestes mais confortables, et que vous avez récemment reçu une nouvelle qui vous a profondément bouleversé. Mais je vous en prie, dites-nous avec vos propres mots ce qui vous a amené à Baker Street en cette soirée brumeuse. » Le musicien regarda Holmes avec stupéfaction. « Comment avez-vous pu... Mais non, pardonnez-moi, j'ai entendu parler de votre remarquable sens de l'observation. Vous avez tout à fait raison sur tous les points, même si j'avoue que je suis curieux de savoir comment vous avez déduit mon célibat et mes conditions de vie. »« Élémentaire, » répondit Holmes avec un léger sourire. « L'absence d'alliance, combinée au fait que les boutons de votre gilet soient mal fermés, ce qu'une épouse ne tolérerait jamais, suggère votre célibat. Quant à votre situation, je remarque que vous avez des poils de chat sur la manche de votre manteau, mais je remarque aussi que vous brossez vos vêtements de manière assez maladroite, oubliant les taches évidentes qu'un domestique remarquerait. Cela suggère une situation modeste, bien que votre étui à instruments et la qualité de vos chaussures indiquent un certain confort plutôt que la pauvreté. » Andronikov hocha lentement la tête, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit carnet relié en cuir. « Il y a 3 jours, monsieur Holmes, j'ai reçu ce journal par la poste. Il n'y avait aucune lettre d'accompagnement, aucune indication de l'expéditeur, mais l'adresse était écrite d'une main que j'ai immédiatement reconnue, celle de ma chère amie et collègue musicienne, Helena Volkov. »« Et mademoiselle Volkov est... » demandai-je. « Oui, » corrigea-t-il d'un ton sombre. « Helena est morte il y a 6 mois dans ce que les autorités ont qualifié d'accident. Elle est tombée de la fenêtre de son appartement du 3e étage à Bloomsbury. L'enquête a conclu qu'elle somnambulait, un trouble dont elle souffrait depuis l'enfance. Mais Helena était ma plus chère amie, le docteur Watson, peut-être plus qu'une amie, et je connaissais intimement ses habitudes. Elle avait depuis longtemps appris à verrouiller ses fenêtres et sa porte avant de se coucher, précisément à cause de son somnambulisme. » Holmes avait pris le journal et l'examinait attentivement, sa loupe parcourant la reliure et les pages avec une précision méthodique. Le cuir est de bonne qualité, et le journal lui-même semble être de fabrication récente, certainement pas plus d'1 an. Les pages ont été écrites d'une main féminine, comme vous l'avez suggéré, à la plume d'acier et à l'encre de Chine. Le plus intéressant, cependant, est cette légère empreinte sur la couverture intérieure. Il tint le livre vers la lumière de la lampe, l'inclinant à différents angles. Oui, il y avait autrefois une inscription ici, mais elle a été soigneusement effacée. Les empreintes restent cependant, et je crois distinguer les lettres P-O-R, D-A. Le reste est trop flou pour être déchiffré avec certitude. « J'ai lu le journal, monsieur Holmes, » poursuivit Andronikov, sa voix devenant à peine plus basse qu'un murmure. « Ce que j'ai découvert dans ces pages m'a convaincu qu'Helena n'est pas morte accidentellement, et de plus, que celui qui l'a tuée sait maintenant que je possède des preuves de son crime. Le journal contient des passages décrivant des rêves étranges, ou ce qu'Helena croyait être des rêves, au cours desquels elle a été témoin d'événements que je soupçonne maintenant d'être bien réels. » Holmes posa le journal et fixa notre visiteur de son regard le plus intense. « Monsieur Andronikov, je dois vous demander d'être très précis. Qu'a écrit précisément mademoiselle Volkov dans ses notes de rêve qui vous a convaincu d'un acte criminel ?» Les mains du violoniste tremblaient légèrement tandis qu'il parlait. « Elle écrivait avoir vu un homme qu'elle n'arrivait jamais à décrire clairement, comme si les détails de son apparence lui échappaient alors même qu'elle essayait de les consigner. Mais les événements dont elle y était témoin. Monsieur Holmes, dans ses rêves, elle voyait cet homme entrer dans différentes maisons de Londres, les visiter comme s'il y était chez lui, emporter des objets qui ne manqueraient jamais. Une simple photographie d'une collection, une page d'un livre, une lettre d'une liasse de correspondance. Ce n'est pas vraiment l'essence d'un meurtre, observai-je, même si je ressentais un malaise croissant face à la terreur évidente de l'homme. « Ah, mais vous n'avez pas tout entendu, docteur. Les dernières notes d'Helena décrivent des rêves dans lesquels elle suivait ce mystérieux personnage jusqu'à un entrepôt près de la Tamise. Là, écrit-elle, elle le vit avec d'autres personnes qui semblaient endormies ou inconscientes.
Elle décrit en détail comment il leur murmurait des choses, leur montrait des objets, et elles répondaient comme si elles étaient éveillées, répondant à des questions, révélant des secrets. Holmes s'était figé pendant cette récitation, et je reconnus les signes d'une activité cérébrale effrénée. Monsieur Andronikov, ces dernières entrées, quand ont-elles été écrites? La dernière entrée est datée de la veille de sa mort. Elle y écrit qu'elle commençait à soupçonner qu'il ne s'agissait pas de rêves, mais de souvenirs. Elle reconnaissait certains lieux qu'elle avait visités pendant son sommeil supposé, des endroits qu'elle n'avait jamais visités éveillée. Elle écrivit... Il marqua une pause, la voix nouée par l'émotion. Elle écrivit qu'elle craignait d'être utilisée comme une sorte de complice involontaire de crimes qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle avait l'intention de demander de l'aide. La pièce se tut, à l'exception du crépitement du feu et des bruits lointains de Londres, qui s'installaient dans la soirée. Holmes se leva et commença son arpentage habituel, les mains jointes dans le dos, le front plissé par la concentration. « Watson, dit-il finalement, je crois que nous avons affaire à un criminel d'une sophistication inhabituelle et d'un danger considérable. Si les soupçons de M. Andronikov sont fondés, la mort de Mlle Volkov était bel et bien un meurtre, destiné à la réduire au silence avant qu'elle ne puisse révéler une conspiration d'une ingéniosité remarquable. Mais sûrement, protestai-je, l'idée que quelqu'un puisse contrôler les actions d'une autre personne pendant son sommeil, la faire commettre des crimes à son insu, cela ressemble plus à un roman à sensation qu'à la réalité. Holmes s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, les yeux brillants d'excitation face à une nouvelle énigme. « Vraiment, Watson, songez à ce que nous savons du somnambulisme, cette étrange dissociation de la conscience qui se produit pendant certains états de sommeil. Ajoutez à cela la possibilité de drogues susceptibles d'aggraver ces troubles, ou peut-être une forme de manipulation psychologique. Non, mon cher ami, je crains que nous ayons affaire à des crimes qui, bien qu'extraordinaires, sont bien réels. » Il retourna à sa chaise et reprit le journal. « Monsieur Andronikov, vous avez mentionné avoir reconnu l'écriture sur le paquet contenant ce journal. Êtes-vous certain qu'il s'agissait de Mlle Volkov ? Aussi certain que je le suis de mon propre nom, monsieur Holmes. Helena et moi correspondions régulièrement, et j'ai conservé ses lettres. Mais il y a autre chose. Quelque chose qui m'a terrifié plus que tout dans cette affaire. Continuez, s'il vous plaît. Depuis que j'ai reçu ce journal, j'ai moi-même commencé à faire des rêves très vivants. Des rêves où je me retrouve dans des endroits étranges, faisant des choses dont je ne me souviens plus au réveil. Hier matin, j'ai découvert de la boue sur mes chaussures et mes vêtements, alors que je jurerais ne pas avoir quitté mon logement la nuit précédente. Et ce matin, il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit un petit objet qu'il posa sur la table entre nous. C'était un médaillon, en argent et délicat, gravé d'initiales que je ne pouvais distinguer à la lumière de la lampe. Holmes l'examina avec sa loupe, puis leva les yeux vers notre visiteur avec une expression de profonde inquiétude. « Vous avez trouvé ceci en votre possession sans aucun souvenir de la façon dont il est arrivé là. »« Dans la poche de mon manteau, monsieur Holmes. Je ne l'avais jamais vu auparavant, et pourtant il était là quand je me suis habillé ce matin. Je crains que ce qui est arrivé à Helena ne m'arrive à présent. Je crains d'être transformé en criminel inconscient, et que ma mort suive aussi sûrement que la nuit suit le jour. » Holmes déposa le médaillon et joignit de nouveau les doigts, ses yeux gris fixés sur un point situé au-delà de nos murs. Le silence s'éternisa avant qu'il ne prenne la parole. « Monsieur Andronikov, je crois que vos craintes sont fondées, et je suis prêt à prendre votre cas en charge. Cependant, je dois vous avertir que nous avons probablement affaire à des adversaires d'une ruse inhabituelle et d'une impitoyabilité absolue. Vous courez un danger considérable et vous devez être prêt à suivre mes instructions à la lettre, aussi étranges soient-elles. Je m'en remets entièrement à vous, monsieur Holmes. » « Très bien. Premièrement, vous ne devez pas retourner à votre logement ce soir. Watson vous réservera un hébergement à l'hôtel sous un faux nom. Deuxièmement, vous ne devez en aucun cas dormir seul ou sans surveillance. Le mécanisme par lequel vous êtes contrôlé, quel qu'il soit, semble exiger que vous soyez dans un état de vulnérabilité. Et troisièmement,
demandai-je, voyant que Holmes avait encore quelque chose à dire. Troisièmement, Watson, nous devons commencer notre enquête immédiatement. Demain, nous nous rendrons sur les lieux du décès de mademoiselle Volkoff, examinerons son ancien logement si possible et tenterons de retracer les déplacements décrits dans son journal. Mais ce soir, il se leva et s'approcha de la fenêtre, écartant le rideau pour observer la rue brumeuse en contrebas. Ce soir, je soupçonne que nous sommes surveillés. L'arrivée de notre visiteur n'est pas passée inaperçue, et nous devons supposer que nos adversaires sont déjà au courant de sa consultation. En effet, alors que je le rejoignais à la fenêtre, j'ai pu distinguer la silhouette vague d'une silhouette debout sous le bec de gaz de l'autre côté de la rue, immobile malgré le froid et l'humidité. Sous nos yeux, la silhouette apportait ce qui semblait être une main à son visage. Salut ou avertissement, je n'ai pu le déterminer, puis s'est fondu dans l'ombre et a disparu. Le jeu, comme on dit, est en marche, murmura Holmes, et je perçus dans sa voix ce mélange particulier d'excitation et d'appréhension qui marquait le début de nos aventures les plus dangereuses. Watson, je crois que nous sommes sur le point de rencontrer des forces qui mettront à l'épreuve notre courage et notre compréhension de l'esprit criminel. Alors que nous nous occupions de la sécurité d'Andronikov et de nos propres préparatifs pour l'enquête à venir, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous nous lancions dans une affaire qui mettrait à l'épreuve non seulement nos talents de détective, mais aussi notre conception même des possibilités du monde criminel londonien. Le journal était posé sur la table, comme une sombre promesse de révélations à venir, et je me demandais quels secrets il allait révéler et quel prix nous serions prêts à payer pour les découvrir. Chapitre 2. La science du sommeil et de la suspicion. Le matin s'est levé gris et morne, avec une bruine persistante qui semblait effacer les couleurs des rues de Londres. J'avais passé une nuit agitée, mes rêves troublés par des visions de silhouettes obscures et de victimes somnambuliques, et je fus soulagé lorsque le coup sec de Holmes à ma porte m'a réveillé au petit matin. Je le trouvais dans notre salon, tout habillé, examinant quelque chose à la loupe avec l'intense concentration qui caractérisait ses investigations les plus pointues. Sur la table devant lui se trouvait non seulement le journal d'Helena Volkoff, mais aussi plusieurs autres objets que je n'avais pas vus la veille. Une petite fiole contenant ce qui semblait être de la poudre blanche, plusieurs coupures de journaux et un plan détaillé de Londres avec divers lieux marqués à l'encre rouge. « Ah, Watson », dit-il sans lever les yeux de son examen, « j'espère que vous avez mieux dormi que notre invité. Wiggins a surveillé l'hôtel toute la nuit, et M. Andronikov est sain et sauf, bien qu'il rapporte avoir fait les mêmes rêves saisissants qui le troublent depuis qu'il a reçu le journal. »« Tu as été très occupé depuis notre séparation, » observai-je en indiquant la quantité de documents devant lui. En effet, j'avais du mal à trouver le sommeil. Alors j'ai pris la liberté de faire quelques recherches préliminaires. Cette poudre, par exemple, il brandit la fiole. J'en ai découvert des traces sur les pages du journal de mademoiselle Volkoff, si profondément incrustées dans le papier que je soupçonne qu'elle était présente lors de ses dernières notes. J'ai examiné la substance aussi attentivement que possible sans la loupe de Holmes. Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il s'agit d'un dérivé de l'hydrate de chloral, associé à un composé que je n'ai pas encore identifié. Comme vous le savez, le chloral a été utilisé en médecine comme sédatif, mais dans des combinaisons et des dosages appropriés, il pourrait fort bien rendre un sujet sensible à la suggestion, tout en maintenant un certain degré de conscience, une sorte de somnambulisme contrôlé. Les implications de cette découverte me firent froid dans le dos. Alors, vous croyez que mademoiselle Volkoff était droguée ? Je crois qu'elle était contrôlée, Watson, par une combinaison de manipulations chimiques et psychologiques qui représente une forme d'entreprise criminelle inédite. Regardez. Il déploya la carte devant moi, désignant les différents lieux marqués. Ce sont les adresses mentionnées dans les rêves de mademoiselle Volkoff. J'ai passé les premières heures de la matinée à consulter les rapports de police et les archives des journaux. Dans chaque cas, il y avait des rapports de vols mineurs ou d'incidents inexpliqués pendant les périodes qu'elle a décrites. Le schéma était effectivement troublant. Mais Holmes, si mademoiselle Volkoff était utilisée pour commettre ses crimes sous l'emprise de drogue,
Comment a-t-elle pu les consigner avec autant de précision dans son journal? Excellente question, qui touche au cœur de la méthode de notre adversaire et en fin de compte à sa perte. Je crois que mademoiselle Volkov développait une résistance aux effets de la drogue, peut-être à cause d'une exposition répétée. Son intelligence naturelle a repris le dessus, lui permettant de conserver des souvenirs de ce qu'elle avait été contrainte de faire. Lorsqu'elle a commencé à enregistrer ses souvenirs, les prenant pour des rêves, elle a, sans le savoir, créé des preuves de toute la conspiration. Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, où la lumière grise du matin projetait des ombres nettes sur ses traits anguleux. Mais songez à la sophistication requise pour une telle opération, Watson. Notre criminel doit posséder une connaissance approfondie de la chimie, de la psychologie et du comportement humain. Il doit avoir les moyens d'observer et de sélectionner ses victimes, d'accéder à leur domicile à plusieurs reprises et de les contrôler sur de longues périodes. Cela témoigne de l'expertise et des ressources considérables de quelqu'un. Un médecin, peut-être? Quelqu'un ayant une formation médicale connaîtrait les médicaments et leurs effets. C'est possible, même si je soupçonne que l'expertise de notre adversaire dépasse le cadre purement médical. La précision avec laquelle mademoiselle Volkov a été guidée vers des lieux précis, la nature exacte des objets qu'elle a été contrainte de voler, tout cela suggère une connaissance intime du domicile et des habitudes de ses cibles. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de madame Hudson avec le courrier du matin et un message urgent de l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Holmes lut le message avec un intérêt croissant, puis me le tendit avec un sourire sinistre. Il semblerait, Watson, que notre cas ait pris une urgence accrue. Lestrade écrit qu'un autre décès a eu lieu, une jeune femme retrouvée dans des circonstances remarquablement similaires à celles qui ont entouré le décès de mademoiselle Volkov. La note était brève mais troublante. Holmes. Deuxième cas de mort apparente par somnambulisme. Victime, mademoiselle Catherine Hartwell, 28 ans, couturière. Découverte ce matin au pied de l'immeuble, à Whitechapel. Similitude avec l'affaire Volkov indéniable. Votre attention immédiate est requise. Lestrade. Nous devons y aller immédiatement, dis-je en me dirigeant déjà vers mon manteau. En effet, mais nous devons d'abord récupérer M. Andronikov. Si mes théories sont exactes, il pourrait nous apporter des éclaircissements cruciaux sur cette nouvelle évolution, et je suis réticent à le laisser sans surveillance pendant une période prolongée. Nous avons trouvé notre client dans la salle à manger de l'hôtel, l'air hagard et épuisé malgré l'heure matinale. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il essayait de prendre son petit déjeuner, et j'ai remarqué qu'il sursautait au moindre bruit ou mouvement soudain dans la pièce autour de lui. « Monsieur Andronikov, » dit Holmes en s'asseyant en face de lui, « je crains qu'il n'y ait eu un autre décès, qui semble lié à l'affaire de mademoiselle Volkov. Avant d'examiner les lieux, je dois vous poser quelques questions supplémentaires sur l'état et le comportement d'Helena dans les semaines précédant sa mort. Bien sûr, monsieur Holmes, tout ce qui peut aider. A-t-elle mentionné une fatigue inhabituelle durant cette période, des changements dans son appétit ou ses habitudes de sommeil, des maux de tête ou d'autres troubles physiques? Andronikov fronça les sourcils, cherchant visiblement dans ses souvenirs. Maintenant que tu le dis, elle semblait anormalement fatiguée durant ces dernières semaines. Elle a mentionné des troubles du sommeil, ce qui était inhabituel pour Helena. Elle s'était toujours endormie facilement malgré son somnambulisme, et elle se plaignait de maux de tête, surtout le matin. Ces symptômes seraient compatibles avec des doses régulières d'hydrate de chloral, ai-je observé. Oui, acquiesça Holmes, mais surtout, ils suggèrent que celui qui la contrôlait était resté en contact pendant une longue période. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une campagne de manipulation soutenue. Monsieur Andronikov, Helena a-t-elle mentionné de nouvelles connaissances pendant cette période? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès à son logement ou à sa personne? Elle avait récemment commencé à donner des cours de violon pour arrondir ses fins de mois à l'opéra. Je me souviens qu'elle avait mentionné un nouvel élève, quelqu'un qui payait très bien et qui demandait des cours en soirée. Elle disait que c'était un homme atypique, très doux et poli, mais qu'il y avait quelque chose chez lui qui la mettait mal à l'aise. Holmes et moi avons échangé un regard.
A-t-elle donné une description de cet élève ? Très peu, j'en ai bien peur. Elle a dit qu'il était d'âge mûr, bien habillé, avec les manières d'un homme instruit. Mais Helena a mentionné qu'elle n'arrivait jamais à se souvenir de son apparence. Elle disait que c'était comme si les détails de son visage lui échappaient à la mémoire, même en le regardant. Très intéressant, murmura Holmes. Et cette élève, a-t-elle continué ses cours jusqu'à sa mort ? Je le crois, oui. En fait, je pense qu'elle a peut-être eu une leçon avec lui le soir même de sa mort. Les implications de cette révélation étaient biprofondes, et je pouvais voir l'esprit de Holmes travailler rapidement pour intégrer cette nouvelle information dans sa théorie croissante de l'affaire. « Watson, dit-il finalement, je crois que nous avons trouvé notre méthode de contact. Notre adversaire se faisait passer pour un étudiant en musique, afin d'avoir régulièrement accès à Mademoiselle Volkoff, et lors de ces séances, il lui administrait la drogue qui lui permettrait plus tard de contrôler ses actions. Les cours du soir offraient l'occasion idéale. Elle serait seule, détendue et sans méfiance. Mais comment a-t-il pu la forcer à quitter son logement plus tard sans qu'elle en ait conscience ? Voilà, mon cher ami, une question qui nécessitera une enquête plus approfondie. Mais d'abord, nous devons examiner cette nouvelle scène de crime et déterminer si mademoiselle Hartwell prenait également des cours particuliers. Le fiacre nous a conduits à travers les rues de plus en plus bondées jusqu'à Whitechapel, où l'inspecteur Lestrade nous attendait sur les lieux du meurtre de Catherine Hartwell. Le bâtiment était un modeste immeuble, typique des logements ouvriers du quartier, et une petite foule s'était rassemblée malgré l'heure matinale et la bruine persistante. Lestrade nous a accueillis à l'entrée, le visage buriné, marqué par la frustration et l'inquiétude. Holmes, j'avoue que cette affaire me laisse profondément perplexe. 2 jeunes femmes, toutes 2 retrouvées mortes après être apparemment tombées de leur fenêtre en somnambulisme, sans antécédents de ce genre selon leurs amis et voisins. « Avez-vous examiné les appartements de mademoiselle Hartwell ?» demanda Holmes. En bref, même si je dois admettre que je ne sais pas trop quoi chercher. Le premier agent intervenu a constaté que sa fenêtre était ouverte, malgré le froid de la nuit, et qu'il y avait des signes indiquant qu'elle s'était préparée pour aller au lit normalement. Chemise de nuit, cheveux brossés, etc. Holmes se dirigeait déjà vers l'escalier. « Montrez-nous tout, Lestrade, et veillez à ce que personne ne perturbe la scène jusqu'à la fin de notre examen. » Les chambres de la défunte étaient petites mais bien rangées, reflétant la condition modeste d'une couturière. Holmes entreprit immédiatement son examen méthodique, utilisant sa loupe pour étudier chaque surface, chaque objet, chaque détail susceptible de fournir un indice sur les circonstances de la mort de Catherine Hartwell. « Watson, » appela-t-il près de la fenêtre, « observe le rebord. On y trouve des traces de la même poudre blanche que celle trouvée dans le journal de mademoiselle Volkoff, mais en bien plus faible quantité. » Je le rejoignis à la fenêtre, remarquant également que le loquet montrait des signes de manipulation extérieure. Quelqu'un aurait-il pu entrer par cette fenêtre ? C'est peu probable à cette hauteur, mais observez ces rayures autour du loquet. Quelqu'un de très habile a ouvert cette fenêtre de l'intérieur, mais la disposition des marques suggère qu'il a procédé à plusieurs reprises, comme pour s'entraîner à ce mouvement. Lestrade observait notre interrogatoire avec une confusion croissante. « Messieurs, insinuez-vous que mademoiselle Hartwell a été assassinée ? Sa chute correspondait à un décès accidentel, et il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence. »« Inspecteur, » répondit Holmes en poursuivant son examen de la pièce, « je crois que nous avons affaire à des meurtres d'une telle sophistication qu'ils ne laissent pratiquement aucune trace de leur véritable nature. Les victimes sont tuées par leurs propres actes, contraintes par la drogue et la manipulation psychologique à se suicider alors qu'elles sont en état de conscience altérée. » Comme pour confirmer sa théorie, la fouille des effets personnels de la femme par Holmes a révélé un petit carnet de rendez-vous avec des entrées régulières pour cours de musique. Monsieur R. Les horaires étaient indiqués comme des séances du soir, et la dernière entrée concernait la nuit de sa mort. Monsieur Andronikov, dit Holmes en se tournant vers notre client, vous avez mentionné que l'élève d'Helena payait très bien ses cours. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans ce mode de paiement ? Maintenant que tu poses la question, oui.
Helena a mentionné qu'il payait toujours d'avance, en espèces, et qu'il payait beaucoup plus cher que son tarif habituel. Elle trouvait cela généreux, mais quelque peu inhabituel. Holmes hocha la tête d'un air sombre. « Je soupçonne, Watson, que notre adversaire était prêt à payer le prix fort, car ces leçons avaient un double objectif. Elles lui permettaient d'accéder à ses victimes et de commencer leur conditionnement. Le prix élevé garantissait que les victimes seraient désireuses de poursuivre l'arrangement, même si elles ressentaient un certain malaise instinctif à l'égard de leur élève. Alors que nous nous apprêtions à quitter les lieux, Lestrade prit Holmes à part pour un entretien privé. Je n'entendis pas leur conversation, mais je vis l'expression de Holmes devenir de plus en plus grave à mesure que l'inspecteur parlait. « Watson, » dit Holmes tandis que nous descendions dans la rue, « Lestrade m'a informé que des décès similaires ont eu lieu dans d'autres quartiers de Londres au cours de l'année écoulée. Au moins 4 cas dont il a connaissance, tous impliquant des jeunes femmes retrouvées mortes après des épisodes apparents de somnambulisme. Si ces informations sont exactes, nous n'avons pas affaire à une entreprise criminelle isolée, mais à une campagne systématique de meurtre qui sévit depuis des mois sans être détectée. Le poids de cette révélation nous pesait lourdement alors que notre taxi nous ramenait vers Baker Street. Nous n'enquêtions pas simplement sur la mort d'Helena Volkov, mais sur ce qui semblait être une série de meurtres perpétrés par quelqu'un possédant à la fois la connaissance et l'insensibilité nécessaires pour transformer ses victimes en instruments involontaires de sa propre destruction. « Holmes, » dis-je finalement, « si M. Andronikov est effectivement la prochaine victime visée, et si notre adversaire sait qu'il nous a consultés, ne le mettons-nous pas en danger encore plus grand en l'impliquant dans notre enquête ?» Holmes resta silencieux un long moment, les doigts joints et le regard rivé sur les rues. « Watson, » dit-il enfin, « je crois que notre adversaire a déjà décidé que M. Andronikov doit être éliminé, qu'il sollicite notre aide ou non. Le journal lui a été envoyé comme un message, un avertissement que son tour était venu. Notre intervention pourrait bien constituer son seul espoir de survie, à condition que nous puissions identifier et appréhender le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. » Alors que nous retournions à Baker Street pour poursuivre notre enquête, je me demandais si les remarquables capacités de Holmes seraient suffisantes pour combattre un adversaire capable de transformer le simple sommeil en arme meurtrière. Le brouillard se levait sur les rues de Londres, mais il me semblait que nous entrions dans une obscurité bien plus profonde que celle que le temps pouvait nous offrir. Chapitre 3. Le laboratoire des âmes perdues. À notre retour à Baker Street, nous avons trouvé un visiteur inattendu qui nous attendait dans notre salon. Madame Hudson l'avait accueilli en notre absence, et il était assis avec le calme patient de quelqu'un habitué à se mettre à la disposition des autres. C'était un homme d'une 50aine d'années, d'apparence distinguée, avec l'allure mesurée d'un professionnel de la santé. Ses vêtements sombres étaient bien coupés mais classiques, et il portait une sacoche en cuir qui trahissait un homme dont le travail exigeait d'être toujours prêt à répondre à des consultations imprévues. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit-il en se levant à notre entrée, « je suis le docteur Marcus Ashford. Veuillez m'excuser de vous appeler sans rendez-vous, mais je crois comprendre que vous enquêtez sur certains décès qui pourraient être liés à mon domaine d'expertise. » Holmes observa notre visiteur avec un vif intérêt, son regard scrutant chaque détail de son apparence et de ses manières. « Docteur Ashford, je suppose que vous êtes ici pour les affaires de mademoiselle Volkov et de mademoiselle Hartwell. Votre venue tombe à pic. » En effet, je suis médecin consultant dans plusieurs hôpitaux londoniens, spécialisés dans les troubles du sommeil et de la conscience. L'inspecteur Lestrade a parlé de votre enquête à un collègue, et je me suis senti obligé de lui proposer mon aide. Veuillez vous asseoir, docteur, et dites-nous ce que vous savez de ces choses. Le docteur Ashford ouvrit sa sacoche et en sortit plusieurs revues médicales et un recueil de notes manuscrites. « Messieurs, j'étudie des cas de somnambulisme inhabituel depuis 2 ans, suite à une série d'incidents qui semblaient dépasser les limites normales du somnambulisme. Les victimes, car je ne peux les appeler autrement, faisaient la preuve d'un niveau de coordination et de détermination rarement associé à un véritable somnambulisme. « Vous soupçonnez une induction artificielle ?» demandai-je.
J'en suis convaincu, docteur Watson. Les somnambules naturels présentent généralement une motricité limitée et un comportement confus. Ils s'aventurent rarement loin de leur environnement familier et ne se livrent presque jamais à des activités complexes ou dangereuses. Pourtant, dans ces cas, nous voyons des individus quitter leur domicile, sillonner des rues inconnues et accomplir des actions qui nécessitent une planification et une exécution considérables. Holmes avait commencé à faire les 100 pas, les mains jointes dans le dos. Docteur Ashford, quels agents chimiques pourraient provoquer un tel somnambulisme contrôlé? Plusieurs possibilités existent, mais toutes nécessiteraient un dosage précis et une connaissance approfondie de leurs effets. L'hydrate de chloral, comme vous l'avez mentionné, associé à certains dérivés de l'opium ou de la belladone, pourrait produire l'état de conscience souhaité. Plus récemment, j'ai expérimenté des composés dérivés de l'ergot qui peuvent produire des altérations remarquables de la perception et de la suggestibilité. Expérimenté? Holmes s'arrêta et fixa notre visiteur d'un regard perçant. Le docteur Ashford rougit légèrement. Dans l'intérêt de la recherche scientifique, monsieur Holmes, et toujours avec les précautions nécessaires et des sujets volontaires. Mes recherches visent à comprendre ces phénomènes, afin d'empêcher leur exploitation criminelle, précisément le genre d'affaires sur laquelle vous enquêtez actuellement. Et qu'avez-vous appris de ces expériences? L'esprit humain, sous l'influence de certaines combinaisons chimiques, devient remarquablement sensible à la suggestion et à la direction. Un praticien compétent pourrait en effet contraindre le sujet à accomplir des actions qu'il n'aurait jamais accomplies en pleine conscience, y compris des actes susceptibles de le blesser ou de lui coûter la vie. Les implications des recherches du docteur Ashford étaient profondément troublantes, et je me suis interrogé sur les limites éthiques d'une telle expérimentation. Cependant, Holmes semblait fasciné par les applications pratiques de ses connaissances. Docteur, selon votre avis professionnel, combien de temps un tel conditionnement nécessiterait-il? Une seule exposition pourrait-elle produire l'effet souhaité? Peu probable, monsieur Holmes. Je pense qu'une exposition prolongée sur plusieurs semaines serait nécessaire pour établir le niveau de contrôle requis. Le sujet devrait être progressivement conditionné à répondre à des déclencheurs ou des commandes spécifiques pendant son état altéré. Ce qui expliquerait la longue série de leçons de musique, observai-je. Exactement, Watson. Notre adversaire avait besoin d'un accès régulier à ses victimes pour compléter leur conditionnement. Les leçons offraient une couverture parfaite pour ce processus, des rendez-vous privés et réguliers dans un cadre détendu où l'introduction d'agents chimiques ne serait pas détectée. Le docteur Ashford se pencha en avant, manifestement intéressé. « Puis-je vous demander quels éléments précis vous ont conduit à cette conclusion ?» Holmes a brièvement décrit nos découvertes sur les 2 scènes de crime, le contenu du journal d'Helena Volkov et les circonstances suspectes entourant les prétendues leçons de musique. Le docteur Ashford a écouté avec l'attention attentive d'un professionnel évaluant le diagnostic d'un collègue. « Remarquable, dit-il une fois Holmes terminé. Vos déductions concordent parfaitement avec mes propres recherches. Mais je dois vous avertir, messieurs, si vous avez raison sur les méthodes de ce criminel, vous avez affaire à quelqu'un d'un savoir extraordinaire et d'une corruption morale totale. Le niveau de maîtrise requis pour forcer le suicide tout en conservant l'apparence d'un accident suggère un esprit qui considère les êtres humains comme de simples cobayes. » À ce moment-là, M. Andronikov apparut à notre porte, escorté hors de son hôtel par un des irréguliers de Baker Street. Son apparence s'était sensiblement dégradée depuis le matin. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et son regard affichait l'expression hantée d'un homme luttant contre des forces qu'il ne comprenait pas. « Monsieur Holmes, » dit-il d'un ton pressant, « je dois vous parler immédiatement. Quelque chose de terrible s'est produit. Ou se produit. Je ne peux plus me fier à mes propres perceptions. » Holmes lui offrit immédiatement une chaise et un verre de cognac. « Racontez-nous exactement ce qui s'est passé. » Je me suis endormi cet après-midi, malgré ma résolution de rester réveillé. À mon réveil, j'ai trouvé ceci dans ma poche. Il sortit une petite clé en laiton usée par le temps. Je ne l'avais jamais vue auparavant, et pourtant elle était là. Mais plus troublante encore, j'ai de vagues souvenirs, ou des rêves, je ne sais plus,
de marcher dans des rues inconnues et d'utiliser cette clé pour entrer dans un bâtiment que je n'avais jamais vu auparavant. Le docteur Ashford examina la clé avec un intérêt professionnel. « Monsieur Andronikov, pouvez-vous décrire ces souvenirs plus en détail? Des précisions sur le bâtiment ou vos actions à l'intérieur? » « C'était près de la Tamise, je crois. Un entrepôt ou un entrepôt. À l'intérieur, il y avait des gens, allongés sur des lits de camp ou des tables, tous apparemment endormis. Et il y avait un homme, toujours le même, d'après les descriptions d'Helena, qui se déplaçait parmi eux, leur parlant doucement, leur montrant des objets. Holmes et moi échangeâmes un regard alarmé. « Monsieur Andronikov, demanda Holmes prudemment, dans ses souvenirs, avez-vous observé ce que cet homme faisait aux individus endormis? Il semblait les interroger. Il leur montrait des photos, des documents, des objets personnels. Il réagissait comme s'ils étaient éveillés, fournissant des informations, révélant des secrets. C'était comme s'il avait créé une sorte de bibliothèque vivante du savoir humain, accessible à sa guise. L'horreur de cette révélation nous frappa tous simultanément. Le docteur Ashford prit la parole le premier, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Messieurs, je crois que nous avons découvert non seulement une série de meurtres, mais toute une entreprise criminelle fondée sur l'exploitation du somnambulisme contrôlé. Cet individu ne se contente pas de tuer ses victimes lorsqu'elles deviennent gênantes. Il les utilise comme agents involontaires pour recueillir des renseignements, commettre des vols et exécuter ses desseins criminels. » Holmes s'était figé pendant cette récitation, et je reconnus les signes d'une activité cérébrale effrénée pour assimiler cette nouvelle information. Lorsqu'il parla, sa voix exprimait une fureur glaciale que j'avais rarement entendue auparavant. « Watson, nous avons affaire à un criminel d'une cruauté et d'une sophistication sans précédent. Il a créé ce qui s'apparente à un réseau de marionnettes humaines, contrôlées et exploitées jusqu'à leur utilité, puis éliminées par des accidents soigneusement orchestrés. L'ampleur de cette entreprise suggère des ressources et une planification qui dépassent largement les capacités d'un seul individu. » Le docteur Ashford hocha la tête d'un air sombre. Le niveau de connaissances chimiques à lui seul nécessiterait des années d'études et d'expérimentation. Mais au-delà de cela, la manipulation psychologique, la capacité à contrôler simultanément plusieurs sujets, tout cela témoigne d'une grande expérience en médecine et en comportement humain. « Monsieur Andronikov, poursuivit Holmes, cette clé que vous avez trouvée, vous souvenez-vous d'autres détails concernant le bâtiment où vous l'avez utilisée, son emplacement, son aspect, tout ce qui pourrait nous aider à l'identifier ?» Le violoniste ferma les yeux, se concentrant intensément. « L'odeur, dit-il soudain. Il y avait une odeur particulière, des produits chimiques, mais aussi autre chose, quelque chose de sucré et d'écœurant, comme... Il marqua une pause, luttant contre ce souvenir, comme des fleurs laissées trop longtemps dans l'eau, la décomposition masquée par le parfum. « Très instructif, » murmura Holmes. « Docteur Ashford, dans vos expériences, avez-vous observé des conditions environnementales particulières qui renforcent l'efficacité de ces agents chimiques? » En effet, monsieur Holmes, certains composés aromatiques peuvent amplifier les effets des drogues somnambuliques, rendant les sujets plus réceptifs à la suggestion. La combinaison de stimuli chimiques et olfactifs crée une altération plus profonde de la conscience. Holmes s'approcha de la fenêtre et contempla la rue qui s'assombrissait, son profil se découpant sur la lumière du gaz. « Messieurs, je crois qu'il est temps d'aborder ce problème directement. Monsieur Andronikov, vous nous avez involontairement fourni ce qui pourrait être notre seul moyen de localiser la base d'opération de ce criminel. Cette clé a été placée en votre possession pour une raison précise, soit par conditionnement, soit comme piège pour quiconque pourrait enquêter sur ces crimes. Vous comptez utiliser la clé ? Demandai-je, même si je soupçonnais déjà les intentions de Holmes. Je propose de suivre le chemin, Watson, mais en étant pleinement conscient des dangers encourus. Monsieur Andronikov, vous resterez ici ce soir sous la surveillance du docteur Ashford. Je souhaite la présence d'un professionnel de santé pour surveiller votre état et documenter en détail tous les symptômes que vous présentez.
Et nous, Holmes. Mon cher Watson, nous allons effectuer une reconnaissance du quartier des entrepôts de la Tamise. Si les souvenirs de M. Andronikov sont exacts, nous devrions pouvoir identifier le bâtiment en question grâce à une observation attentive. La combinaison d'odeurs chimiques et la présence de plusieurs individus inconscients constitueraient des signes distinctifs pour ceux qui savent quoi chercher. Le docteur Ashford rassembla ses papiers et se prépara à rester auprès de notre client. Monsieur Holmes, si vous parvenez à localiser ces installations, je vous recommande vivement la plus grande prudence. L'individu à la tête d'une telle entreprise n'hésiterait pas à éliminer quiconque menacerait son travail. De plus, s'il maintient un groupe de personnes sous contrôle, comme l'a décrit M. Andronikov, il disposerait de ressources considérables. C'est précisément pour cette raison que nous devons agir vite, docteur. Chaque jour où ce criminel reste en liberté, de nouvelles vies sont en danger. Nous avons déjà perdu Mademoiselle Volkov et Mademoiselle Hartwell. Nous ne pouvons pas permettre à d'autres de subir le même sort. Alors que le brouillard du soir commençait à se dissiper sur Londres, Holmes et moi nous préparions pour ce qui promettait une nuit de travail périlleuse. La clé trouvée par Andronikov reposait sur notre table, telle une sombre promesse de révélations à venir. Et je me demandais quelles horreurs nous pourrions découvrir en l'utilisant pour percer les secrets de l'empire criminel de notre adversaire. Chapitre 4. L'entrepôt des murmures. La nuit, la Tamise possédait un caractère totalement différent de l'effervescence diurne du commerce et de l'industrie. Enveloppé de volutes de brouillard s'élevant de l'eau sombre, le quartier des entrepôts prenait une allure presque éthérée, la lumière du gaz créant des flaques de lumière jaune qui ne faisaient qu'accentuer les ombres environnantes. Holmes et moi avancions prudemment dans le dédale de ruelles étroites et de quais de chargement, nos pas étouffés par l'humidité persistante qui semblait imprégner chaque surface. Nous cherchions depuis près de 2 heures, examinant chaque bâtiment correspondant à la vague description d'Andronikov, lorsque Holmes s'arrêta brusquement et leva la main pour réclamer le silence. Au loin, à peine audible par-dessus le doux clapotis de la Tamise sur le quai, parvenait le son de voix, douce, rythmée, presque hypnotique. « Par ici, Watson », murmura Holmes en me conduisant vers une grande structure en briques, quelque peu à l'écart de ses voisins. Contrairement aux autres entrepôts du quartier, ce bâtiment présentait des signes d'entretien et de modifications récentes. Les fenêtres avaient été recouvertes de lourds rideaux, et une faible lumière émanait de ce qui semblait être un sous-sol. À mesure que nous nous approchions, l'odeur caractéristique décrite par Andronikov devint perceptible. Une odeur chimique forte, mêlée à une odeur sucrée et écœurante qui semblait s'accrocher au brouillard lui-même. Holmes sortit une petite fiole de sa poche et préleva soigneusement un échantillon d'air près de l'entrée du bâtiment. « De l'éther », murmura-t-il en examinant le contenu de la fiole, combiné à quelque chose que je ne peux identifier immédiatement. Mais la concentration est importante. Ce qui se passe dans ce bâtiment implique l'utilisation intensive d'agents anesthésiques. Le bâtiment lui-même représentait un défi de taille. L'entrée principale était sécurisée par de multiples serrures, et les fenêtres, bien que munies de rideaux, étaient là protégées par des barreaux de fer. Cependant, l'œil perçant de Holmes identifia rapidement une entrée de service à l'arrière du bâtiment, partiellement dissimulée par des caisses empilées et accessible par une ruelle étroite. « La clé, Watson », dit Holmes en montrant l'objet en laiton qu'Andronikov avait trouvé en sa possession. Voyons quel secret notre adversaire comptait révéler. La clé tourna doucement dans la serrure, confirmant qu'elle avait bien été conçue à cet effet. Serait-ce un conditionnement d'Andronikov ou un piège pour les enquêteurs? Nous allions bientôt le découvrir. Holmes ouvrit la porte et nous nous retrouvâmes en haut d'un étroit escalier descendant dans les profondeurs du bâtiment. Les voix que nous avions entendues de l'extérieur étaient désormais plus distinctes. Un seul interlocuteur participait à ce qui semblait être une conversation, même si un seul côté était audible. Le ton doux et mesuré suggérait quelqu'un habitué à exercer son autorité et à se faire obéir. Nous descendîmes les escaliers avec une extrême prudence, chaque marche pouvant trahir notre présence à quiconque nous attendait en bas.
L'odeur chimique se fit plus forte à mesure que nous avancions, et je commençai à ressentir un léger vertige, suggérant que la concentration atmosphérique d'agents anesthésiants approchait des niveaux dangereux. Au bas de l'escalier, une porte entr'ouverte révéla le spectacle le plus extraordinaire et le plus terrifiant que j'aie jamais vu depuis toutes ces années avec Holmes. Le sous-sol avait été transformé en ce qu'on pourrait appeler un laboratoire d'expérimentation humaine. Le long des murs, disposés en rangées bien nettes, se trouvait une vingtaine de lits de camp, chacun occupé par une silhouette immobile. Les sujets, car je ne trouvais pas d'autre terme, semblaient dormir paisiblement, mais leur immobilité anormale et les divers appareils reliés à chaque lit suggéraient un état bien éloigné du sommeil naturel. Au centre de cette scène macabre se tenait un homme d'âge mûr, vêtu de la tenue de cérémonie d'un gentleman, mais portant un tablier de cuir qui le désignait comme un homme habitué au travail manuel. Il se déplaçait d'un lit à l'autre avec l'efficacité méthodique d'un médecin effectuant sa tournée, ajustant occasionnellement le matériel ou prenant des notes dans un grand registre. Le plus inquiétant était son activité actuelle. Il se tenait à côté d'un des lits, tenant ce qui semblait être une photographie, et parlant d'une voix douce et encourageante à la silhouette inconsciente devant lui. « Alors, Margaret, disait-il, j'aimerais que tu regardes attentivement cette photo et que tu me dises où tu as déjà vu cet homme. Prends ton temps, ma chère, et n'oublie pas, tu es en sécurité, tu es à l'aise et tu veux m'aider dans cette tâche importante. » La femme sur le lit, car je pouvais maintenant constater que la plupart des sujets étaient des jeunes femmes, répondit d'une voix dénuée d'émotion et de conscience. « Je l'ai vu à la banque où je travaille. Il vient tous les mardis faire des dépôts pour son employeur. Il s'appelle Monsieur Harrison, et il porte toujours un portefeuille en cuir. »« Excellent, Margaret. Et où travaille Monsieur Harrison ? » ?»« Il est secrétaire de Lord Pemberton. Sa seigneurie tient des comptes chez nous pour ses diverses activités. » L'homme prit des notes minutieuses dans son registre, puis passa au lit suivant, où il répéta le processus avec un sujet différent et une autre photographie. Il était clair que nous assistions à une extraction systématique d'informations auprès d'individus réduits à l'état de dépositaires involontaires du savoir. Holmes me toucha le bras et m'indiqua que nous devions nous retirer pour observer et planifier. L'horreur de ce dont nous avions été témoins exigeait une réflexion approfondie avant de pouvoir décider de la marche à suivre. « Watson, » murmura Holmes tandis que nous remontions l'escalier, « nous avons découvert quelque chose de bien pire qu'un simple meurtre. Cet individu a créé un réseau de renseignements humains, utilisant des individus contrôlés pour recueillir des informations sur des citoyens importants, leurs habitudes, leurs secrets, leurs vulnérabilités. » « Mais à quelle fin ? » demandai-je, même si je craignais de connaître déjà la réponse. « Chantage, Watson. Volume. Peut-être même assassinat. Avec les renseignements détaillés qu'il peut recueillir auprès de ces pauvres âmes, notre adversaire pourrait s'infiltrer dans n'importe quel foyer, compromettre n'importe quel individu, commettre pratiquement n'importe quel crime en toute impunité. » Nous avions atteint le niveau supérieur du bâtiment et Holmes entreprit un examen systématique du rez-de-chaussée, tandis que je guettais tout signe indiquant notre présence. L'espace était divisé en plusieurs pièces, ce qui semblait être un laboratoire de chimie, une chambre noire photographique, un bureau contenant de nombreux dossiers et un logement suggérant que l'exploitant du bâtiment résidait sur place. Au laboratoire, Holmes découvrit du matériel permettant la préparation et le raffinement de divers composés chimiques, ainsi que des notes détaillées décrivant leurs effets sur la conscience et le comportement humain. Le niveau de rigueur scientifique était impressionnant et profondément troublant. Notre adversaire abordait son entreprise criminelle avec la méthodologie d'un chercheur dévoué. « Regardez ça, Watson », lança doucement Holmes depuis le bureau. Il avait découvert un système de classement qui semblait répertorier des centaines d'individus à travers Londres, leurs adresses, leurs professions, leurs habitudes quotidiennes et leurs relations personnelles. Chaque dossier contenait des renseignements détaillés qui n'avaient pu être recueillis que grâce à une surveillance poussée ou à une coopération réticente comme celle dont nous avions été témoins au sous-sol.
Parmi les dossiers, Holmes a découvert des documents révélant la véritable ampleur de l'entreprise criminelle. Des plans de braquage de banque basés sur des informations privilégiées concernant les procédures de sécurité et les mouvements de fonds. Des opérations de chantage visant des hommes politiques et des hommes d'affaires de premier plan, et même des complots d'assassinat contre des individus qui semblaient représenter une menace pour divers intérêts criminels. « Holmes, » murmurai-je avec urgence. « Quelqu'un arrive. » Le bruit des pas dans l'escalier menant au rez-de-chaussée nous poussa tous deux à nous cacher derrière les classeurs. À travers une fente dans le meuble, je vis un homme sortir du sous-sol. Le même individu que nous avions observé mener ces horribles entretiens avec les sujets inconscients. Sous la lumière plus vive du rez-de-chaussée, je pus constater qu'il s'agissait bel et bien d'un gentleman cultivé et raffiné, d'une 50aine d'années peut-être, avec l'allure d'un homme habitué au respect et à l'autorité. Ses traits étaient irréguliers et sans particularité, le genre de visage qu'on oublierait facilement dans une foule, ce qui a peut-être été un atout dans sa carrière criminelle. Il s'installa au laboratoire de chimie et commença à préparer ce qui semblait être un nouveau lot de ces composés altérant la conscience. La précision de ses mouvements et l'efficacité désinvolte avec laquelle il manipulait des produits chimiques dangereux témoignaient de ses années d'expérience dans ce domaine. Holmes avait réussi à se positionner de manière à pouvoir observer les activités de l'homme tout en restant caché. Je l'ai vu étudier chaque détail des méthodes du criminel, se préparant sans doute au moment où nous aurions à affronter directement cet adversaire. L'homme termina ses préparatifs et retourna au sous-sol avec un plateau contenant plusieurs flacons de produits chimiques préparés. Cela permit à Holmes d'examiner le laboratoire de plus près et de prélever des échantillons des différents composés pour des analyses ultérieures. « Watson, » murmura-t-il, « nous devons retourner à Baker Street immédiatement. Ce que nous avons découvert ici exige une planification minutieuse avant toute action. Cet individu agit avec trop de sophistication et de ressources pour une confrontation directe sans préparation approfondie. » Alors que nous nous apprêtions à partir, Holmes fit une dernière découverte qui nous remplit tous deux d'une grande urgence. Parmi les dossiers du bureau, il trouva des renseignements détaillés sur Konstantin Andronikov, ses activités quotidiennes, sa carrière musicale, son amitié avec Elena Volkov et surtout une note indiquant que son conditionnement était presque terminé et que son licenciement était prévu pour le lendemain soir. « Nous avons moins de 24 heures, Watson, » dit Holmes tandis que nous traversions les rues embrumées en direction de Baker Street. « Demain soir, notre adversaire compte mener à bien le plan d'Andronikov, quel qu'il soit, et faire en sorte que sa mort paraisse accidentelle, comme il l'a fait pour Mademoiselle Volkov et Mademoiselle Hartwell. Le poids de cette connaissance nous a poussés à traverser la nuit londonienne avec une urgence désespérée. Nous avions identifié notre adversaire et découvert ses méthodes, mais nous ignorions encore son identité et l'étendue de son réseau criminel. À moins d'une journée de la fin, nous devions utiliser tous les moyens à notre disposition pour empêcher un autre meurtre et traduire ce maître du crime en justice. En rejoignant le confort familier de Baker Street, je me suis demandé si les remarquables capacités de Holmes seraient suffisantes pour combattre un adversaire qui avait transformé la conscience humaine en arme du crime. Le brouillard se levait sur la Tamise, mais l'obscurité qui nous attendait semblait plus profonde et plus impénétrable que celle que la nuit londonienne pouvait offrir. Chapitre 5. La véritable symphonie du maître de musique. De retour à Baker Street, le docteur Ashford veillait attentivement sur M. Andronikov, qui semblait retrouver un sommeil normal pour la première fois depuis le début de son calvaire. Le médecin rapporta que notre client n'avait présenté aucun symptôme inhabituel pendant notre absence, même s'il avait parfois parlé dans son sommeil. Des phrases fragmentaires suggérant que son subconscient était encore en train de traiter les expériences traumatisantes qu'il avait subies. Holmes s'est immédiatement mis à analyser les échantillons chimiques que nous avions prélevés dans l'entrepôt, à l'aide du matériel de laboratoire portable qu'il avait installé dans nos locaux à cet effet. Son intensité de concentration était remarquable, même selon ses standards habituels,
et je voyais bien que l'urgence de la situation avait mobilisé son intelligence, considérable jusqu'à l'extrême. « Watson, dit-il sans lever les yeux de son microscope, les composés utilisés par notre adversaire représentent une avancée significative par rapport à tout ce qui a été documenté jusqu'alors dans la littérature médicale. Docteur Ashford, j'apprécierais votre avis professionnel sur ces préparations. » Le médecin examina les échantillons de Holmes avec une fascination évidente et une inquiétude croissante. « Remarquable, murmura-t-il. La sophistication chimique requise pour créer ces composés suggère une formation approfondie en pharmacologie et en neurologie. Ce n'est pas le travail d'un amateur ni même d'un dilettante expérimenté. Cela représente des années de recherche et d'expérimentation assidue. Pouvez-vous identifier les agents impliqués ? Ai-je demandé. Plusieurs composants me sont familiers, des dérivés de l'hydrate de chloral, des extraits de divers alcaloïdes végétaux, et ce qui semble être un composé synthétique que je n'ai jamais rencontré auparavant. Cette combinaison produirait un état de conscience imitant le sommeil, tout en préservant la capacité du sujet à réagir à des stimuli et suggestions spécifiques. Holmes avait commencé à faire les 100 pas, les mains jointes dans le dos, les sourcils froncés de concentration. « Docteur Ashford, d'après votre expérience professionnelle, combien de temps un tel conditionnement faudrait-il pour obtenir un contrôle total sur les actions d'un sujet ? D'après ce que j'ai observé dans vos échantillons, j'estimerais la durée d'exposition régulière à un minimum de 4 à 6 semaines. Le sujet devra être progressivement habitué à des doses croissantes tout en étant conditionné à répondre à des déclencheurs ou des commandes spécifiques. Ce qui correspond exactement à la chronologie des cours de musique de Mademoiselle Volkov, ai-je observé. En effet, Watson. Mais réfléchissez aux implications. Notre adversaire a perfectionné une méthode qui lui permet de créer des agents humains entièrement contrôlables tout en conservant l'apparence d'une interaction sociale normale. Les cours de musique ont fourni une couverture parfaite pour ce processus de conditionnement. À ce moment-là, M. Andronikov s'agita et se réveilla, ses yeux cherchant immédiatement Holmes avec une expression d'espoir désespéré. « Monsieur Holmes, dit-il en s'efforçant de se redresser, j'ai rêvé, ou je me suis souvenu, je ne sais plus, mais je crois savoir qui est derrière ces crimes terribles. » Nous avons tous tourné notre attention vers le violoniste, qui semblait plus lucide que depuis son arrivée à Baker Street. Dans mes rêves, je l'ai vu clairement pour la première fois. L'homme qui contrôlait Helena et les autres. Ce n'est pas seulement un étudiant en musique, monsieur Holmes. C'est le professeur Wilhelm Richter, le célèbre théoricien de la musique et compositeur. Le nom m'a immédiatement frappé. Richter ? Mais vous ne voulez sûrement pas parler du même professeur Richter qui enseigne à la Royal Academy of Music. Sa réputation est irréprochable. Il est considéré comme l'un des plus grands esprits musicaux d'Europe. Exactement comme ça, Dr. Watson. J'ai moi-même assisté à ses conférences, et Helena parlait souvent de ses théories novatrices sur la relation entre musique et conscience. Elle fut extrêmement flattée qu'il lui propose des cours particuliers, affirmant vouloir étudier sa technique de violon particulière. Holmes avait arrêté de marcher et fixé Andronikov avec un vif intérêt. « Monsieur Andronikov, êtes-vous certain de cette identification ? Les implications sont profondes si vous avez raison. » « Je suis aussi certain que possible de quoi que ce soit dans mon état actuel, monsieur Holmes. Dans mes rêves ou mes souvenirs, je vois clairement son visage. J'entends sa voix donner des instructions aux sujets inconscients dans cet endroit terrible. Il s'agit bien du professeur Richter. » Le docteur Ashford était devenu très pâle à cette révélation. « Messieurs, si M. Andronikov a raison, nous avons affaire à quelqu'un dont les connaissances en psychologie humaine et en neurologie dépassent de loin les miennes. Les recherches publiées par le professeur Richter sur les effets de l'harmonie musicale sur le fonctionnement cérébral sont révolutionnaires et profondément troublantes lorsqu'on les considère dans le contexte de ces crimes. « Docteur Ashford, » demanda Holmes avec urgence, « qu'a publié précisément le professeur Richter qui pourrait être lié à ces activités criminelles ? Ses travaux les plus récents explorent l'utilisation de fréquences et de rythmes musicaux spécifiques pour induire des états de conscience modifiés.
Il théorise que certaines combinaisons de stimuli sonores et chimiques peuvent produire un état qu'il appelle somnambulisme dirigé, qui consiste essentiellement en une manipulation contrôlée du comportement inconscient. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté terrifiante. Holmes se mit à arpenter la pièce avec une énergie renouvelée, son esprit s'efforçant visiblement d'intégrer ces nouvelles informations à sa théorie de l'affaire. Watson, considérez l'élégance de la méthode du professeur Richter. Sa réputation dans les milieux musicaux lui donne accès à des victimes potentielles qui ne soupçonneraient jamais ses véritables intentions. Ses qualifications universitaires confèrent de la crédibilité à toute demande ou comportement inhabituel, et ses recherches publiées fournissent une justification scientifique à des expériences qui pourraient autrement éveiller les soupçons. Mais Holmes, protestai-je, une personnalité aussi importante ne pouvait tout simplement pas disparaître si elle était soupçonnée. Son absence serait immédiatement remarquée par ses collègues et ses étudiants. Excellent argument, mon cher collègue, qui suggère que le professeur Richter n'a pas agi seul dans ces crimes. L'ampleur de son opération, l'entrepôt, les nombreux dossiers de renseignement, la sélection systématique de ses victimes, tout indique une organisation plutôt qu'une entreprise individuelle. Le docteur Ashford hocha la tête d'un air sombre. Le niveau de ressources requis dépasserait en effet ce que n'importe quelle personne pourrait fournir seule, quel que soit son poste universitaire. Mais si le professeur Richter s'est allié à des éléments criminels capables de fournir financement et soutien logistique, nous avons donc affaire à un complot alliant expertise scientifique et impitoyabilité criminelle, conclut Holmes. Watson, nous devons partir du principe que le professeur Richter est au courant de notre enquête et prêt à prendre des mesures extrêmes pour protéger son opération. L'élimination de M. Andronikov, prévue pour demain soir, pourrait être accélérée si notre adversaire soupçonne que nous nous rapprochons. L'urgence de la situation avait atteint un point critique. Nous avions identifié notre principal adversaire et découvert ses méthodes, mais il nous restait à relever le défi d'empêcher un autre meurtre tout en démasquant une conspiration criminelle qui opérait depuis des mois sans être détectée. « Holmes, ai-je demandé, que proposez-vous comme prochaine ligne de conduite ? Nous devons rassembler des preuves qui convaincront Scotland Yard de la culpabilité du professeur Richter tout en garantissant la sécurité de M. Andronikov. Je propose de me rendre à la Royal Academy demain matin sous prétexte de consulter le professeur Richter sur les aspects musicaux de notre affaire. Cela me permettra de l'observer directement et peut-être de recueillir des renseignements sur ses activités actuelles. Et s'il te reconnaît comme une menace ? Alors, Watson, nous aurons confirmation de sa culpabilité.